Eh oui, Bruce Springsteen pour parler justement des États-Unis, du rugby américain, mais par un angle un peu particulier puisque cet été, vous le savez, il y aura une tournée d'été de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande pourrait délocaliser aux États-Unis un des 3 matchs de sa série contre les Bleus, c'est cet été 2025. Et ça pourrait être notamment aux États-Unis et surtout à Las Vegas. Ça, c'est une petite nouveauté. C'est une demande, je cite Florian Grill, une demande de la fédération néo-zélandaise qui n'est pas encore finalisée, estimant, je cite encore une fois, que sportivement, cela nous questionne. Mais lui-même, Florian Grill, voit un intérêt de promotion du rugby en vue de la Coupe du Monde 2031 aux États-Unis. Alors ça devait arriver, hein. Et d'ailleurs, pas mal d'autres sélections ont déjà affronté la Nouvelle-Zélande sur le territoire américain. On pense notamment à l'Irlande, à Chicago, dans un match d'ailleurs qui a marqué les esprits, hein. On s'en souvient à l'époque, Philippe. Et au final, ça répond aussi à une logique contractuelle, à des accords tout simplement entre la Nouvelle-Zélande et ses investisseurs. Oui, à la base, en fait, les Néo-Zélandais ont signé en 2022, on s'en rappelle, avec le fonds d'investissement Silver Lake, qui a investi beaucoup d'argent, hein. Ça avait valorisé la marque des Blacks à plus de 2 milliards de dollars à l'époque, puisqu'ils ont investi plus de 125 millions de dollars pour un peu moins de 6% des droits commerciaux des All Blacks. Silver Lake, c'est un fonds américain qui est assez connu dans le monde du sport parce qu'ils avaient investi en 2016 dans l'UFC, ce championnat de MMA qui fait recette. Et donc, ils avaient eu le nez creux à l'époque déjà sur ce sport-là. Et puis ensuite, ils ont investi aussi dans Manchester City. Donc, c'est un fonds qui a l'habitude du sport et qui avait identifié le territoire américain comme un territoire important de développement pour les Blacks. Donc, dans ces accords, il y avait une stratégie d'implantation de la marque All Black aux États-Unis. Donc, pour qu'elle s'implante, forcément, il faut que les All Blacks y aillent, ils jouent des matchs et fassent des tournées promotionnelles. Et donc, c'est ce à quoi on s'apprête à discuter là aujourd'hui. C'est-à-dire que les Blacks, en fait, pour refaire un peu l'histoire, le modèle économique du rugby est assez simple. C'est des accords tacites qui se renouvellent tous les ans ou tous les 2 ans, où il est dit implicitement que les nations du Sud viennent jouer dans le Nord en novembre pour aider à l'économie du Nord qui remplit ses stades à ce moment-là de l'année. Et à l'inverse, en fin de saison dans le Nord, les équipes du Nord vont dans le Sud pour aider le Sud à remplir ses stades et à générer son économie sur cette fenêtre de juin. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà un peu de crispation parce que les All Blacks avaient fait savoir qu'ils n'étaient pas très contents de la formule française dans les accords Ligue-Fédé, notamment en sachant que les têtes d'affiche seraient pas présentes en juin. Et donc là, la difficulté pour la Fédération française de rugby, c'est de dire non à nouveau aux Blacks sur cette demande d'aller jouer aux États-Unis. Pourquoi la France dirait non à ça ? Alors, il y a une seule raison qui ferait que la France dise non. C'est une raison vraiment très sportive, c'est-à-dire que le décalage horaire, il est compliqué quand même en Nouvelle-Zélande. Le voyage est compliqué, donc il faut aller en Nouvelle-Zélande, s'adapter à un décalage horaire, que les organismes s'y acclimatent, pour après le deuxième test partir, reprendre un décalage horaire, alors un peu moins violent, mais de 5 ou 6 heures, avec seulement quelques jours pour s'adapter. Donc c'est toujours un peu risqué d'un point de vue des organismes et des blessures. Mais c'est la seule raison. Il n'y a aucune autre raison qui ferait que la fédération dirait non. Moi, je crois que la fédération a intérêt à dire oui. De toute façon, elle doit se positionner assez vite. Ça doit être dans les prochains jours, de ce que j'en sais. On posera la question notamment à Jean-Marc Lermet demain. Oui, bien sûr. Mais voilà, je sais que la décision doit être prise rapidement. Et il y a aussi quand même un enjeu politique. Au-delà de la crispation des Blacks par rapport à l'équipe amenée par l'équipe de France au mois de juin, on a aussi quand même besoin de relations politiques fortes avec les Néo-Zélandais. Elles se sont distendues parce qu'on a vu que les Néo-Zélandais avaient fait bloc avec la candidature australienne à World Rugby. Parler, mais qui sont très différentes des nôtres d'un point de vue de ce que doit être le rugby demain. Et donc, il y a eu des écarts de vision quand même récemment assez importants entre la France et la Nouvelle-Zélande, mais
on a besoin quand même de relations fortes avec eux. Et donc, c'est aussi un moyen de raccrocher le wagon parce que en répondant à cette sollicitation, on leur ferait quand même plaisir parce que on répondrait à leurs accords contractuels. Et puis, recevoir l'équipe de France pour la Nouvelle-Zélande, c'est quand même une équipe qui fait partie du top mondial aujourd'hui, qui déplace du monde et qui assure aux Blacks en terre américaine aussi un succès populaire. Justement, quand on revient sur les propos de Florian Grill, il parle de promotion du rugby. Ce genre de délocalisation à Las Vegas, quelle promotion faisons-nous du rugby avec ces délocalisations-là, et quel est le réel impact d'un France-Nouvelle-Zélande, d'un Nouvelle-Zélande-France à Las Vegas? On va chercher de l'entertainment, hein. Las Vegas, c'est assez symbolique. On va chercher des villes qui sont des écrins aussi pour mettre en valeur ce jeu. Et je l'ai dit, l'enjeu, il a raison, Florian. Il est hyper stratégique parce qu'on a assez parlé de ce nouveau rugby qui se crée en bloc de fuseaux horaires. Et finalement, aujourd'hui, ce qui se passe sur le territoire américain, c'est une anomalie. À l'échelle de ce continent, à son impact économique dans le monde, le rugby est trop peu développé. Et donc, il y a cette fenêtre de tir de la Coupe du Monde 2031 qui offre plein de perspectives de promotion en amont. Il faut saisir tout ce qu'il y a à saisir. Et si le rugby français est on sait que quand même il y a une communauté expat française qui est assez forte sur ce continent-là et particulièrement aux US. Donc à minima, ça permet de fédérer la communauté expatriée. Ça permet plus largement de fédérer la communauté américaine sensible au rugby. Et puis, ça permet d'aller surtout chercher un nouveau public, parce que le rugby a besoin de ça, de gens qui s'éveillent au rugby. Et je crois qu'il y a cette culture du sport US et notamment du football américain, et on a ce terreau à aller chercher. Il y a quand même une forme de parenté entre ces deux sports qui fait qu'on doit pouvoir aller chercher ce public qui est sensible au foot US. Et notamment, du côté de Las Vegas, il y avait eu, dans l'antre des Riders, qui est l'équipe de football américain, il y avait aussi un match de gala de NRL qui avait extrêmement bien fonctionné dans ce stade situé au cœur de Las Vegas, juste à côté du Strip. Mais moi, je me mets quand même à la place de ceux qui connaissent et qui suivent les tournées depuis des décennies. Est-ce que délocaliser un match d'une tournée ne va pas à l'encontre même de l'esprit des tournées de rugby, Philippe Spanghero? En fait, non, dans la mesure où ce que je disais en préambule, c'est que aujourd'hui, quand une équipe se déplace, c'est pour répondre à un besoin de l'équipe qui reçoit. Donc, la Fédé néo-zélandaise a besoin économiquement de ces matchs, mais elle en a besoin. C'est à elle de décider dans quelle mesure et où. C'est-à-dire que si dans le cadre des accords avec Silver Lake, elle en a besoin régulièrement hors de son territoire et aux États-Unis, c'est aussi à l'équipe qui se déplace d'y répondre. Voilà, donc après, il y a des contraintes, il y a aussi des enjeux financiers dans tout ça, parce que normalement, dans ces accords-là, la fédération qui reçoit prend en charge les frais au moment où la fédération qui se déplace arrive sur le territoire. Donc si finalement, il n'y a plus un voyage à faire, mais deux, dans de bonnes conditions, en business, avec des avions supplémentaires à prendre, etc., il faudra aussi que la fédération néo-zélandaise contribue financièrement et offre pour le coup, je pense, un dédommagement à la fédération française de rugby. C'est du détail à l'échelle des enjeux financiers. C'est peut-être 250, 300 000 euros, je ne sais pas, ou 500 000. Mais bon, c'est pas grand-chose par rapport à l'impact économique d'un match comme ça qui doit générer entre les recettes billetterie, les recettes hospitalité, plus les droits télé. Allez, pas loin de 10 millions d'euros. Donc voilà, mais ce sera pas le point bloquant. Mais en tous les cas, voilà où on en est. Moi, je crois que le rugby français a plutôt intérêt à répondre favorablement à cette sollicitation. Et on voit justement d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y aura la finale de la saison, la dernière étape de la saison de rugby à 7 qui aura lieu aux États-Unis. Vous savez, c'est cette étape où il y a les 8 meilleures équipes du monde qui se jouent en gros le titre mondial. Ce sera à Los Angeles. Il y aura la Coupe du Monde en 2031. Comment expliquer d'ailleurs l'importance grandissante, voire un peu fulgurante du rugby américain, enfin du rugby aux États-Unis? Je précise bien aux États-Unis, à l'échelle mondiale, alors que, à contrario, le rugby américain, en termes de pratique, n'a pas encore, lui, explosé, n'est pas encore. Il y a un véritable décalage entre ce que la Fédération internationale amène comme rugby aux États-Unis
est-ce que le pays produit en lui-même? Est-ce que ce décalage-là peut être comblé d'ici 2031, Philippe Spanghero? Alors, il faut qu'il soit comblé. Pour répondre à ta question du pourquoi, c'est très simple. C'est pour le potentiel. Et donc, un potentiel, ça se travaille. Clairement, par rapport à la culture dans ce pays et au potentiel économique, c'est un des territoires les plus stratégiques à travailler pour le rugby mondial. Et donc, la locomotive de tout ça, c'est la Coupe du Monde 2031, où les Américains ont besoin quand même d'être plus éveillés au rugby, d'avoir un rugby plus homogène sur leur territoire, d'avoir un peu plus d'histoire avec le rugby professionnel. Et donc, encore une fois, il y a un rapprochement quand même avec cette culture du foot US. Et on voit quand même que le baromètre, mais tu le sais mieux que moi, la température qui montre si vraiment un sport a de l'avenir ou pas aux US, c'est la façon dont il est appréhendé dans les universités. Et on sent quand même qu'il y a une appétence pour le rugby dans les universités grandissantes. Et ça, c'est un signal hyper positif. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui sont des bons joueurs, qui sont un peu barrés au plus haut niveau en France, qui commencent à regarder à 18-19 ans à aller aux US pour justement aller vivre une expérience là-bas. Donc, d'ici 2031, on a de quoi quand même élever le niveau moyen assez largement et construire une histoire qui ait du sens avec une économie autour de ça qui tire vers le haut le rugby mondial. Ouais, j'ai eu la chance il y a quelques semaines d'assister à un match entre Berkeley, qui est une très grande université américaine, et UCLA, qui est une autre très grande université américaine, et j'étais assez bluffé du niveau de jeu, mais vraiment bluffé du niveau de jeu à l'échelle universitaire, de voir des gamins de 18-19 ans jouer à ce niveau-là. J'étais quand même franchement bluffé. C'est peut-être effectivement ça la voie de la progression du rugby américain. Rugby d'ailleurs qui s'est plutôt pas mal comporté lors des tests de novembre, avec 3 victoires en Europe sur les 3 matchs face au Tonga, la Roumanie, face au Tonga, le Portugal et l'Uruguay. Des nations qui participaient à la dernière Coupe du Monde, contrairement aux États-Unis, et c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours 4-5 équipes quand même qui sont pas qualifiées aux Coupes du Monde, mais qui flirtent avec le niveau. Et donc, le sujet pour les États-Unis, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de débat et que d'ici 2031, ils soient capables de figurer et quasiment prétendre à un quart de finale. Et pour ça, eh bien, il faut amener le meilleur du rugby sur le territoire, et c'est peut-être ce qui va se passer. Donc cet été, avec ce Nouvelle-Zélande-France qui aurait peut-être lieu donc sur le territoire de la ville de Las Vegas. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. On se retrouve demain sur Sud Radio pour parler de Top 14 au cœur de la mêlée entre 19h et 20h, et puis on parlera aussi des équipes de France de rugby à 7 et à 15. Et vive la Pro D2, Philippe Spanghero. Ah là là, mais à chaque fois, il me coupe l'herbe sous le pied. Maintenant, je prépare mon truc. Ben maintenant, je vais le dire beaucoup plus tôt et je vais te couper. Et ce sera désagréable un petit peu pour toi. Après, bonjour. Tu dis vive le Pro D2. Voilà. Ben, c'est certainement comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Je vais aussi me faire une petite banderole que je mettrai sur mon t-shirt. Comme ça, même sans me parler, ça se verra à la vidéo. Il va sortir une gamme de t-shirts, regarde. Vive le Pro D2. Vive le Pro D2. Vous êtes sur Sud Radio, la radio de la Pro D2. Love la LNR. Voilà, love la LNR. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour le multiplex de la Pro D2. Bon match.